Je m'appelle Madison Reynolds, j'ai 27 ans, et je me souviens encore de cet appel téléphonique comme si c'était hier. J'ai vendu ta maison pour te donner une leçon de respect, a ricané ma belle-mère Brenda au téléphone. Les nouveaux propriétaires emménagent la semaine prochaine. Ma main n'a même pas tremblé en tenant le combiné. J'ai souri, me souvenant de la rencontre secrète avec l'avocat de mon défunt père. Bonne chance avec ça, ai-je simplement répondu. Elle n'avait absolument aucune idée de ce qui l'attendait. Papa s'en était assuré avant que le cancer ne nous l'enlève l'année dernière. Avant de me plonger dans ce drame familial rocambolesque, j'aimerais savoir d'où vous regardez. Indiquez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires de justice familiale qui vous laisseront sans voix. La maison au centre de cette histoire n'était pas n'importe quelle maison. C'était une magnifique demeure victorienne dans le quartier historique de Beacon Hill à Boston, tout en briques rouges, volets noirs et moulures ornementales datant de 1887. Mes grands-parents l'avaient achetée dans les années 1950 pour ce qui semble maintenant un prix incroyable, et ils l'avaient léguée à mon père, leur enfant unique. Cette maison avait été le cadre de tous les souvenirs marquants de mon enfance. Papa était un architecte avec son propre cabinet prospère, et il m'a appris à apprécier chaque centimètre du savoir-faire de cette maison. Le dimanche matin, pendant que la plupart des enfants regardaient des dessins animés, papa me faisait visiter les différentes pièces, me montrant les balustres sculptés à la main de l'escalier, les planchers d'origine en pin des Landes et les travaux de plâtre complexes sur les plafonds. Madison, disait-il, passant ses doigts le long de la moulure de corniche, on ne construit plus de maisons comme celle-ci. Ce savoir-faire est un art perdu. Il me soulevait pour que je puisse toucher les rosaces de plafond, expliquant comment elles avaient été créées par des artisans immigrés d'Italie. Cette maison est notre héritage, m'a dit. Un jour, elle sera à toi d'en prendre soin. Ma mère, Elisabeth, aimait cette maison autant que papa. Elle était architecte d'intérieur avec un talent pour marier le confort moderne à l'intégrité historique. Ensemble, mes parents avaient créé des espaces à la fois époustouflants et habitables, la bibliothèque aux couleurs de pierres précieuses avec des bibliothèques du sol au plafond, la cuisine avec ses comptoirs en pierre olaire et ses appareils de chef discrètement dissimulés derrière des armoires d'époque, la véranda où maman s'occupait de sa collection d'orchidées rares. Mais notre vie parfaite s'est fracturée lorsque maman a été diagnostiquée avec un cancer du sein agressif quand j'avais 13 ans. Pendant 2 ans, notre maison s'est transformée en un lieu de conversation chuchotée et d'équipements médicaux. La véranda est devenue le sanctuaire de maman pendant son traitement, où elle pouvait encore sentir la chaleur du soleil quand elle était trop faible pour sortir. J'avais 15 ans quand nous l'avons perdue. Papa et moi étions dévastés de différentes manières. Je suis devenu replié sur moi-même, passant des heures dans ma chambre ou dans la véranda de maman, parlant à ses plantes comme si elles pouvaient m'entendre. Papa s'est jeté à corps perdu dans le travail, dormant parfois à son bureau plutôt que de rentrer dans une maison emplie de l'absence de maman. Pendant près de 2 ans, nous n'étions que nous deux, nous débattant ensemble dans notre chagrin. Puis est venu le gala de bienfaisance pour la recherche sur le cancer. Papa y est allé pour honorer la mémoire de maman, et c'est là qu'il a rencontré Brenda Campbell. Brenda était tout ce que ma mère n'était pas, bruyante, tape à accent graveleuillé en quête d'attention. Là où ma mère était réfléchie et authentique, Brenda était calculatrice et théâtrale. Mais elle a fait rire papa pour la première fois depuis des années, et je ne pouvais pas lui en vouloir, même quand elle a commencé à se présenter à notre maison pour dîner 3 fois par semaine. Sois gentil avec Brenda, disait papa avant son arrivée. Elle me rend heureux, m'a dit. Alors j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Mais dès le début, Brenda a clairement fait savoir que notre maison n'était pas à son goût. Cet endroit est si vieux, disait-elle, passant un doigt manucuré sur notre buffet antique. Ne serait-il pas agréable de moderniser les choses? De se débarrasser de certains de ces bois sombres? D'éclaircir l'endroit. Chaque suggestion était comme un effacement de ma mère, le papier peint démodé de la salle à manger que maman avait soigneusement choisi, la vieille baignoire à pattes de lion dans laquelle maman et moi prenions des bains moussants quand j'étais petite, les bibliothèques encombrées de volumes contenant les notes de ma mère en marge. Quand papa a annoncé leur fiançailles après seulement 8 mois de fréquentation, j'ai forcé un sourire et les ai félicités. J'avais 17 ans alors, et je me suis dit que je n'avais qu'à supporter Brenda pendant 1 an avant que l'université ne me serve d'échappatoire. Le mariage fut somptueux, le choix de Brenda, pas celui de papa. Il aurait préféré quelque chose d'intime, comme son premier mariage avec ma mère dans notre jardin. Au lieu de cela, nous avons eu une extravagance de 200 personnes dans l'un des hôtels haut de gamme de Boston.
Je me tenais à leur côté en tant que demoiselle d'honneur, observant Brenda rayonner devant le photographe plutôt que devant mon père pendant leurs vœux. Après la lune de miel, les choses ont changé rapidement. Brenda a commencé à redécorer immédiatement. Pièce par pièce, la touche de ma mère a disparu de notre maison. Les tapis persans antiques ont été remplacés par des motifs géométriques modernes. Les couleurs chaudes ont cédé la place à des blancs et des gris austères. Les photos de famille ont été réorganisées pour mettre en évidence Brenda, avec de nombreuses photos ne représentant que papa, maman et moi, disparaissant complètement. Papa semblait inconscient au début, ou peut-être était-il simplement reconnaissant de ne plus être seul. Quand j'essayais de lui en parler, il balayait mes inquiétudes. « Ta mère voudrait que nous allions de l'avant, m'a dit, disait-il. Brenda a besoin de sentir que c'est aussi sa maison. » Mais cela allait au-delà de la redécoration. Brenda a commencé à s'interposer entre papa et ses amis de longue date. Les couples qui avaient été des habitués de notre table de dîner pendant des années étaient soudain trop ennuyeux ou bloqués dans le passé. Le colocataire de papa à l'université, qui venait chaque été, était maintenant envahissant. Sa sœur, ma tante Carole, était toujours en train de critiquer Brenda, bien que je n'ai jamais entendu tante Carole dire un mot méchant sur qui que ce soit. Progressivement, notre cercle social s'est réduit aux amis et collègues de Brenda. Papa semblait également rétrécir, s'en remettant à Brenda sur des sujets qu'il aurait jadis décidés seul avec confiance. Au moment où je suis parti pour l'université à l'UCLA, aussi loin de Boston que je pouvais raisonnablement aller, papa m'appelait moins fréquemment, toujours quand Brenda était sortie. Nos conversations semblaient hâtives et prudentes. Quand je demandais à rentrer à la maison pour un week-end, il y avait toujours une raison pour laquelle ce n'était pas le bon moment. Brenda organisait un événement professionnel, Brenda rénovait la chambre d'amis, Brenda pensait qu'il serait préférable que je vienne pendant les vacances scolaires pour qu'il puisse se préparer correctement. Alors je me suis adapté. J'ai passé les vacances avec des amis ou avec tante Carole, qui avait été pareillement exilée. Je me suis concentré sur mes études, avec une double majeure en architecture et en préservation historique, un hommage à mes deux parents qui n'a pas été reconnu par mon père. Pourtant, papa a trouvé des moyens de maintenir notre lien. Il m'envoyait des colis de soins à mon dortoir avec des notes disant « Ne dis pas à Brenda combien de chocolat j'ai envoyé ». Il faisait des voyages d'affaires en Californie qui coïncidaient commodément avec mes vacances semestrielles. Pendant ces moments volés, j'apercevais mon vrai père, celui qui riait facilement et parlait avec passion de ses projets, celui qui ne vérifiait pas constamment son téléphone pour répondre aux SMS de Brenda. Au cours de ma dernière année d'université, papa m'a surprise en venant me voir seul pendant un week-end. Brenda pense que je suis à une conférence à Chicago, a-t-il avoué alors que nous marchions le long de la jetée de Santa Monica. J'avais besoin de te voir, m'a dit, de te parler sans interférence. Ce jour-là, il m'a posé des questions détaillées sur ma vie, mes études, mes objectifs après l'obtention de mon diplôme. Il a semblé particulièrement intéressé par mon projet de thèse sur la réutilisation adaptative des propriétés historiques. Tu as l'œil de ta mère et mon esprit technique, a-t-il dit fièrement. La combinaison parfaite. Avant de partir, il m'a serré plus fort que d'habitude. J'ai fait des erreurs, Madison, a-t-il dit, utilisant mon nom complet comme il le faisait toujours quand il était sérieux. Mais je veux que tu saches que tu es la personne la plus importante de ma vie. N'en doute jamais. Je ne savais pas alors qu'il me disait au revoir à sa manière. Je ne savais pas qu'il avait déjà reçu son diagnostic. L'appel est arrivé un mardi matin, pendant ma première année de travail dans un cabinet de préservation historique à San Francisco. La voix de tante Carole était tendue à la fois par le chagrin et la colère. Ton père est malade, Madison. C'est un cancer du pancréas, et il est avancé. Les médecins lui donnent des mois, pas des années. Le choc m'a frappé physiquement, me faisant les genoux en me laissant tomber lourdement sur ma chaise de bureau. Depuis combien de temps c'est-il? Au moins 6 semaines, d'après ce que je peux comprendre. Brenda contrôle qui obtient l'information et quand. Je ne l'ai découvert que parce que j'ai croisé James du cabinet de ton père. J'étais dans un avion cet après-midi-là. Pendant le vol de 5 heures, mon esprit a parcouru tous les signes que j'aurais pu manquer. Papa avait l'air plus mince lorsque nous avons discuté en vidéo le mois dernier, il semblait fatigué, mais j'avais attribué cela à un gros projet qu'il était en train de terminer. Il avait mentionné des douleurs à l'estomac mais avait blâmé la cuisine expérimentale de Brenda. Lorsque je suis arrivé à la maison, ma maison, notre maison, bien qu'elle ne ressemblât plus guère à la même, Brenda a ouvert la porte avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux.
Madison, quelle surprise, a-t-elle dit, bloquant légèrement l'entrée. Nous ne vous attendions pas. Je suis venu dès que j'ai appris pour papa, ai-je dit, refusant de participer à sa mascarade. Où est-il? Votre père se repose. Les médicaments le rendent très fatigué. Peut-être auriez-vous dû appeler d'abord. Derrière elle, j'ai entendu la voix de papa, faible mais insistante. C'est Maddie? Laisse-la entrer, Brenda. Elle s'est écartée à contre-cœur, et je me suis précipité devant elle vers le bureau du rez-de-chaussée, qui avait été transformé en chambre pour papa. La vue de lui m'a presque brisé. L'homme robuste et énergique qui m'avait appris à faire du vélo et à construire des ponts miniatures était maintenant maigre et jaunisse, ses vêtements de créateur flottant sur son corps. Mais ses yeux se sont illuminés quand il m'a vu, et pendant un instant, il était juste mon père à nouveau. Madison, a-t-il dit, tendant la main vers moi. Ma fille. Tu es venue. Je me suis assise à côté de lui, prenant sa main avec précaution, craignant de déloger la perfusion qui allait à un port dans sa poitrine. Bien sûr que je suis venu. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Il jeta un coup d'œil vers la porte, où Brenda planait. Nous ne voulions pas vous inquiéter avant d'avoir un plan de traitement en place. J'ai ravalé ma réponse. Il n'y avait pas de nous dans cette situation. Je savais avec une certitude absolue que Brenda m'avait délibérément caché cela, espérant probablement que papa serait trop malade pour me voir quand je le découvrirais. Au cours des semaines suivantes, j'ai pris un congé de mon travail et suis retourné dans mon ancienne chambre, que Brenda n'avait heureusement pas encore convertie en la salle de sport qu'elle prévoyait. J'ai coordonné avec les médecins de papa, organisé la venue d'une infirmière à domicile et passé chaque moment possible avec lui. Brenda était visiblement agacée par ma présence mais ne pouvait s'y opposer sans paraître sans cœur. Au lieu de cela, elle trouvait des moyens subtils d'affirmer son contrôle, reprogrammer les visites de l'infirmière sans me le dire, jeter accidentellement les aliments mous que je préparais pour papa, insister pour l'accompagner au rendez-vous où elle nous parlait à tous les deux. Mais elle ne pouvait pas être là tout le temps. Elle avait son entreprise immobilière à gérer et des obligations sociales qu'elle jugeait trop importantes pour manquer, malgré l'état de mon père. Pendant ces précieuses heures passées seules avec papa, nous nous sommes reconnectés d'une manière que nous n'avions pas pu faire depuis des années. Je suis désolé, m'a-t-il dit un après-midi alors que nous regardions de vieux albums de famille que j'avais récupérés du grenier. Je l'ai laissé s'interposer entre nous. Entre moi et tous ceux qui comptaient. Ce n'est pas grave, papa, ai-je dit, bien que nous sachions tous les deux que ce n'était pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. J'étais faible après la mort de ta mère. J'étais si perdu. Brenda était décisive quand je ne pouvais pas l'être, forte quand je me sentais brisé. Mais cette force où elle est devenue un mur. Je le vois maintenant. Les jours où il se sentait plus fort, papa me demandait de l'aider à se rendre dans la véranda, le seul espace que Brenda n'avait pas complètement réaménagé, peut-être parce qu'elle l'utilisait rarement. Là, entouré des descendants des plantes adorées de ma mère que la femme de ménage avait discrètement continué à entretenir, papa a commencé à avoir des conversations mystérieuses et privées avec moi. Il faut que tu comprennes quelque chose, Madison, a-t-il dit un jour, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. J'ai pris des dispositions pour arranger les choses. Quel genre de dispositions, papa, ai-je demandé, mais il a secoué la tête. Pas maintenant. Après. Je dois te faire promettre que tu rencontreras Harrison, mon avocat, après mon départ. Quoi qu'il arrive lors de la lecture du testament. Promets-le-moi. Je promets, ai-je dit, confuse mais ne voulant pas le stresser en insistant pour avoir des détails. Au fil des semaines et alors que papa s'affaiblissait, j'ai remarqué que l'attention de Brenda se déplaçait de ses soins à ses possessions. Elle a commencé à lui poser des questions précises sur son entreprise, sur les comptes et les propriétés. Elle est devenue particulièrement obsédée par la maison. Nous devrions discuter de la vente, Richard, a-t-elle dit un soir, pensant que j'étais hors de portée de voix. Cet endroit est trop grand pour que je le gère seul. Trop d'escaliers, trop d'entretien. Nous pourrions utiliser l'argent pour vos traitements. L'assurance de papa couvrait ces traitements, et ils le savaient tous les deux. La maison valait des millions sur le marché immobilier bouillonnant de Boston, et Brenda, qui était entrée dans le mariage avec des biens relativement modestes, avait clairement l'œil sur le gain potentiel. Pas encore, répondait faiblement papa. Concentrons-nous d'abord sur la guérison. Mais nous savions tous qu'il n'allait pas mieux. Les traitements n'avaient pas réussi à réduire les tumeurs,
et papa avait décidé de les arrêter, préférant la qualité de vie à une existence légèrement prolongée et douloureuse. Durant sa dernière semaine, papa a insisté pour me parler seul chaque jour. Ces conversations étaient souvent fragmentées, passant des souvenirs d'enfance aux instructions urgentes. Le chêne dans le jardin, tu te souviens comment on a construit cette cabane? Harrison a les papiers. Les bijoux de ta mère sont dans le coffre-fort, la clé est dans mon bureau. Harrison le sait. Fais confiance à Harrison. J'ai hoché la tête et pris des notes, ne sachant pas ce qui relevait du délire et ce qui était une information importante. La nuit précédant sa mort, papa eut un moment de parfaite lucidité. Il me serra la main avec une force surprenante et me regarda directement dans les yeux. Madison, je dois te demander pardon. Pour Brenda. Pour les années perdues. Mais sache ceci, je t'ai toujours aimé plus que tout au monde, et j'ai fait tout ce que je pouvais pour te protéger. Souviens-t'en quand il semblera que je ne l'ai pas fait. J'ai tenu sa main contre ma joue, mémorisant la sensation. Il n'y a rien à pardonner, papa. Je t'aime. Il est mort paisiblement le lendemain matin, avec moi d'un côté de son lit et Brenda de l'autre. Dans ce moment de profonde perte, j'ai pensé que peut-être le chagrin pourrait combler le fossé entre Brenda et moi, que nous pourrions trouver un terrain d'entente en aimant et en regrettant le même homme. J'avais tort. Pendant que j'étais assise, abasourdie, à côté du corps de mon père, Brenda était déjà au téléphone avec le directeur des pompes funèbres, planifiant une cérémonie qui reflèterait ses goûts plutôt que les souhaits de papa. Les funérailles étaient exactement comme Brenda les voulait, des arrangements floraux élaborés que papa aurait trouvés excessifs, des éloges de ses amis qui le connaissaient à peine, une réception dans un hôtel haut de gamme plutôt que le rassemblement intime à la maison que papa avait spécifié dans les notes que j'avais trouvées dans son bureau. Pendant toute la cérémonie, Brenda a parfaitement joué le rôle de la veuve dévastée, acceptant les condoléances avec un équilibre maîtrisé de dignité et de chagrin visible. Pourtant, j'ai remarqué à quelle vitesse son expression changeait quand elle pensait que personne ne la regardait, les larmes séchant instantanément, le regard de calcul revenant dans ses yeux alors qu'elle évaluait les participants, cataloguant probablement mentalement qui lui serait utile à l'avenir. Je me tenais à côté d'elle dans la file d'attente, acceptant les étreintes des collègues et amis de papa, dont beaucoup que je n'avais pas vus depuis des années en raison de l'isolement systématique de mon père par Brenda. Plusieurs m'ont chuchoté à quel point ils étaient heureux que j'aie été là pour papa à la fin, à quel point il avait toujours parlé de moi avec fierté, même pendant les années où Brenda nous avait séparés. Tante Carole est restée près de moi toute la journée, un tampon entre moi et le chagrin théâtral de Brenda. Ton père t'adorait, me rassurait-elle à plusieurs reprises. N'en doute jamais, quoi qu'il arrive. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire par ce qui se passe ensuite avant 2 jours plus tard, lorsque nous nous sommes réunis au bureau de Monsieur Harrison pour la lecture du testament. Le bureau de Monsieur Harrison était situé dans une brownstone historique au centre-ville de Boston, le genre de vieil immeuble digne où les affaires juridiques et financières de la ville étaient traitées avec discrétion depuis des générations. La salle de conférence où nous nous sommes réunis était dotée de boiseries sombres, de chaises en cuir et d'une immense table qui semblait conçue pour intimider. Je suis arrivé en avance, voulant un moment pour me composer avant d'affronter Brenda à nouveau. Monsieur Harrison, un homme grand d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique, m'a accueilli avec une chaleur inattendue. Madison, a-t-il dit, me serrant la main des 2 siennes. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, même si j'aurais préféré que ce soit dans de meilleures circonstances. Votre père parlait souvent de vous et avec une grande fierté. Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte et Brenda est entrée, vêtue d'un tailleur noir coûteux qui criait veuve riche plutôt que femme en deuil. Elle était accompagnée d'un homme aux traits acérés portant un porte-document en cuir qu'elle a présenté comme mon avocat, Maître Daniels. Le fait qu'elle ait amené son propre avocat suggérait qu'elle s'attendait à quelque chose de litigieux. J'ai jeté un coup d'œil à tante Carole, qui était arrivée juste après moi, et elle a légèrement levé un sourcil. Devons-nous commencer, dit Monsieur Harrison une fois que nous fûmes tous assis. Il ouvrit un dossier épais et s'éclaircit la gorge. Ceci est le dernier testament de Richard James Reynolds, révisé et signé il y a 6 mois, avec moi-même et 2 collègues comme témoins. 6 mois auparavant, juste avant le diagnostic de papa, si ma chronologie était correcte. Monsieur Harrison a commencé par le préambule juridique standard, puis est passé au legs spécifique, la collection de livres d'architecture de papa à son cabinet, un don généreux à la fondation de recherche sur le cancer établi au nom de ma mère, sa voiture ancienne à son plus vieil ami d'université. Puis vinrent les éléments les plus importants. À ma fille, Madison Elizabeth Reynolds, je lègue mes effets personnels,
y compris les photographies, mes outils de dessin architectural et les albums de famille. J'ai senti mon estomac se tordre. Effet personnel? C'est tout? De plus, à Madison, je laisse un legs en espèces de $50 000. $50 000 était généreux dans des circonstances normales, mais compte tenu de la richesse de mon père et de notre histoire familiale, cela ressemblait à une pensée secondaire. Je pouvais sentir le sourire narquois de Brenda sans même la regarder. Le reste de ma succession, a poursuivi Monsieur Harrison, y compris tous les biens immobiliers, les comptes financiers, les investissements et les intérêts commerciaux, je les laisse à mon épouse, Brenda Campbell Reynolds. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. La maison. Ma maison d'enfance. L'héritage de mes grands-parents. L'endroit que mon père avait promis qu'un jour je prendrais soin. C'était maintenant à Brenda, avec tout ce qui définissait la vie et le travail de mon père. Comment a-t-il pu faire ça? Après tous ces mystérieux commentaires sur arranger les choses, après tous ces indices sur des arrangements et des instructions pour rencontrer Harrison. Je devais avoir émis un petit son de détresse, car tante Carole s'est penchée et m'a serré la main très fort. Y a-t-il des questions? Demanda Monsieur Harrison, me regardant directement avec une expression indéchiffrable. L'avocat de Brenda a pris la parole. Tout semble assez simple. Ma cliente est satisfaite des termes. Je parie qu'elle l'était. En l'espace de 10 minutes, Brenda était passée d'une agente immobilière modérément prospère à une multimillionnaire détenant d'importants biens immobiliers. Madison, insista Monsieur Harrison. Des questions? J'avais envie de crier, d'exiger des explications, de demander comment mon père avait pu trahir non seulement moi, mais les générations de Reynolds qui avaient préservé notre maison familiale. Au lieu de cela, j'ai réussi un sec, pas de questions. Très bien, dit Monsieur Harrison. Il y a des papiers à signer concernant le transfert des biens. Brenda, mon assistante les a préparés dans la pièce voisine. Madison, si vous pouviez rester un instant, il y a quelques détails concernant les effets personnels de votre père que nous devons discuter. Brenda se leva, triomphante. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour discuter des babioles, dit-elle. J'ai des questions plus pressantes à régler. Comme décider de la couleur à peindre le salon. Je pense au blanc, pour éclaircir toutes ces boiseries sombres. Elle sortit avec son avocat, me laissant abasourdie et tremblante de chagrin et de colère. Dès que la porte se referma derrière eux, le comportement formel de Monsieur Harrison changea. Il traversa rapidement la pièce jusqu'à un buffet, versa un verre d'eau et me l'apporta. Buvez ceci, ordonna-t-il doucement, et ensuite écoutez très attentivement. Tout n'est pas ce qu'il semble, Madison. J'ai pris l'eau automatiquement, mon esprit toujours en ébullition. Que voulez-vous dire? Elle a tout eu. La maison, l'argent, tout ce pour quoi il a travaillé. Pas exactement, a-t-il dit, sa voix baissée de façon conspiratrice. Il a fouillé dans une poche intérieure de sa veste de costume et en a sorti une petite enveloppe. Votre père m'a demandé de vous donner cela en privé après la lecture officielle. Et il m'a demandé de vous dire que vous devez me rencontrer demain à 10 h au Blackbeard Café sur Charles Street. Venez seul. Ne le dites à personne. J'ai pris l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur, il y avait une note écrite de la main de mon père. Madison, ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas toute l'histoire. Harrison t'expliquera tout demain. Fais-lui entièrement confiance. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. J'ai pris des dispositions. Je t'aime plus que tout. Papa. J'ai levé les yeux vers Monsieur Harrison, confuse, l'espoir commençant à remplacer mon désespoir. Je ne comprends pas. Vous comprendrez, a-t-il promis. Demain. Pour l'instant, jouez le jeu, laissez Brenda croire qu'elle a gagné. C'est ce que votre père voulait. Alors que je m'éloignais du bureau de l'avocat, j'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur vers la maison qui avait été ma maison, la maison que je pensais ne jamais revoir, sauf en tant que visiteuse à la merci de Brenda. Je l'ai vue entrer, déjà au téléphone, partageant probablement la nouvelle de sa aubaine avec des amis. Plus tard ce soir-là, assise dans la chambre d'amis de tante Carole, essayant de comprendre les événements de la journée, j'ai reçu un SMS d'une amie du lycée qui vivait toujours dans le quartier. Je viens de passer devant ta maison. Il y a un panneau à venir de l'agence immobilière de Brenda dans la cour. Ton père vend-il? Mon père ne vendait pas. Mon père était parti.
Et Brenda ne perdait pas de temps à revendiquer son prix et à le transformer en argent. Le Blackbeard Café était un petit établissement discret niché entre une librairie et un fleuriste sur Charles Street. C'était le genre d'endroit que les habitants chérissaient et que les touristes ignoraient, avec des meubles dépareillés et les meilleurs scones de Boston. Papa et moi venions ici le samedi matin quand j'étais au lycée. Je suis arrivé 15 minutes en avance, trop anxieuse pour attendre plus longtemps chez tante Carole. J'ai choisi une table dans le coin arrière, positionnée de manière à pouvoir voir à la fois l'entrée et la sortie de secours, une habitude de mes années passées à San Francisco. À précisément 10 heures, Monsieur Harrison est apparu, portant une mallette en cuir usé qui semblait l'avoir accompagné à travers des décennies de pratiques juridiques. Il a commandé du café pour nous deux avant de s'asseoir en face de moi. « Merci d'être venu, Madison », a-t-il dit, son ton formel contrastant avec le cadre décontracté. « Ce que je suis sur le point de vous partager a été méticuleusement planifié par votre père au cours de la dernière année. Il voulait vous protéger, mais il devait aussi se protéger lui-même, du moins jusqu'à la fin. Se protéger de Brenda, dis-je. Ce n'était pas une question. » Harrison hocha la tête. « Votre père a réalisé trop tard, je le crains, la vraie nature de son second mariage. Au moment où il a compris ce qu'était Brenda, il était déjà piégé d'une manière qui rendait un simple divorce compliqué. » Que voulez-vous dire, compliqué? Papa avait tout l'argent, tout le pouvoir dans cette relation. Harrison sourit tristement. Le pouvoir ne se limite pas toujours à l'argent, Madison. Brenda avait rassemblé une sacrée collection d'informations compromettantes sur votre père, des décisions commerciales qui, sorties de leur contexte, auraient pu être présentées comme contraires à l'éthique, des luttes personnelles après le décès de votre mère qui auraient pu nuire à sa réputation. Rien d'illégal, rien de vraiment répréhensible, mais assez pour qu'une ex-femme vindicative puisse détruire le cabinet qu'il avait bâti en plus de 30 ans. J'ai pensé au changement chez mon père au fil des années de son mariage avec Brenda, comment il était devenu plus renfermé, plus prudent, moins l'homme audacieux et intègre que j'avais admiré en grandissant. Alors il est resté avec elle, même s'il savait qu'elle était toxique? Il l'a fait. Mais il y a environ 18 mois, il est venu me voir avec un plan. Il soupçonnait que sa santé déclinait, bien qu'il n'ait pas encore reçu le diagnostic officiel. Il voulait s'assurer que Brenda serait pourvue, comme il l'avait promis dans leur vœu de mariage, mais il était déterminé à ce qu'elle ne soit pas celle qui hériterait de la maison de la famille Reynolds. Harrison a ouvert sa mallette et en a retiré un dossier épais. Votre père a créé une fiducie irrévocable 3 ans avant d'épouser Brenda. À ce moment-là, il a transféré la propriété de la maison à la fiducie, avec lui-même comme bénéficiaire de son vivant et vous comme bénéficiaire successoral à son décès. Mon esprit s'emballait pour suivre. Mais lors de la lecture du testament hier, le testament traitait des biens au nom de votre père au moment de son décès. La maison ne figurait pas parmi ses biens, bien que Brenda ne l'ait jamais réalisé. Votre père a maintenu la fiction qu'il possédait la maison, payant tous les frais d'entretien et les impôts depuis ses comptes personnels. L'arrangement de la fiducie était enterré dans des documents légaux que Brenda, malgré son sens des affaires, n'a jamais songé à examiner. Il m'a tendu le dossier. Ce sont des copies de tous les documents pertinents. La maison est à vous, Madison. Elle l'est, légalement parlant, depuis le moment où votre père est décédé. Brenda y vit en tant qu'invitée involontaire depuis la semaine dernière. J'ai ouvert le dossier avec des mains tremblantes. C'était là, noir sur blanc, la fiducie de la famille Reynolds, avec moi nommé fiduciaire et bénéficiaire. Des documents supplémentaires montraient le transfert de la maison à la fiducie, daté de 3 ans avant le mariage de papa et Brenda. Mais pourquoi cette mascarade hier? Pourquoi me laisser croire, même pendant un jour, que j'avais tout perdu? L'expression de Harrison devint grave. Votre père savait que Brenda se battrait contre tout legs direct à votre égard. Il craignait qu'elle ne conteste le testament, qu'elle ne vous traîne dans des litiges douloureux, voire qu'elle n'endommage la propriété par dépit si elle savait qu'elle ne pouvait pas l'avoir. Il voulait qu'elle révèle ses véritables intentions, ce qu'elle a fait de manière assez spectaculaire en mettant immédiatement la maison sur le marché. Il a de nouveau fouillé dans sa mallette et en a sorti une enveloppe scellée. Votre père vous a aussi laissé ceci. Il m'a demandé de vous le donner seulement après vous avoir expliqué l'arrangement de fiducie. L'enveloppe contenait une lettre, écrite de la main distinctive de mon père architecte, des lettres capitales précises qui avaient étiqueté tant de plans au fil des ans. Ma très chère Madison. Si tu lis ceci, je suis parti, et Harrison t'a expliqué l'arrangement de la fiducie. J'espère que tu pourras pardonner la tromperie.
Je ne pouvais supporter l'idée que Brenda détruise notre maison de famille ou l'utilise pour te manipuler après mon départ. J'ai réalisé trop tard l'erreur que j'ai commise en l'épousant. Au moment où j'ai compris qui elle était vraiment, j'étais pris au piège par des circonstances dont je ne veux pas t'accabler. Mais je ne pouvais et ne voulais pas permettre que mon erreur te prive de ton droit de naissance. L'arrangement de la fiducie a été créé avant que Brenda n'entre dans ma vie, et je l'ai gardé secret pendant tout notre mariage. La maison Reynolds est à toi maintenant, comme elle aurait toujours dû l'être. Je sais que je t'ai déçu de bien des façons ces dernières années. J'ai laissé Brenda s'interposer entre nous alors que j'aurais dû me battre plus fort pour te garder près de moi. Sache qu'il ne s'est pas passé un seul jour sans que je pense à toi, sans que tu me manques, et sans que je ressente de la fierté pour la femme remarquable que tu es devenue. Ce que tu fais de la maison maintenant est entièrement ta décision. Garde-la, vends-la, rénove-la ou le choix t'appartient. Mais je voulais que ce soit toi qui décides de son destin, pas Brenda. Il y a encore une chose. Dans la chambre principale, derrière la reproduction des nymphéas de Monet que Brenda a insisté pour accrocher, chose épouvantable, il y a un petit coffre-fort mural. La combinaison est ta date d'anniversaire. À l'intérieur, tu trouveras les bijoux de ta mère, que j'ai réussi à cacher avant que Brenda ne puisse les moderniser eux aussi, ainsi que quelques papiers de famille que je pensais que tu voudrais conserver. Je t'aime, Madison, plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer. J'espère qu'en protégeant cette partie de notre histoire familiale pour toi, j'ai commencé à réparer les années que nous avons perdues. Tout mon amour. Papa. Les larmes coulaient sur mon visage quand j'ai fini de lire. Monsieur Harrison m'a discrètement tendu un mouchoir. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé quand j'ai pu parler à nouveau. Maintenant, dit Harrison avec un petit sourire satisfait, nous attendons que Brenda tente de vendre une propriété qu'elle ne possède pas. J'ai déjà alerté la société de titres qui s'occupera de toute clôture. Ils sont au courant de l'existence de la fiducie, mais ont reçu l'instruction de ne rien révéler tant que Brenda n'aura pas effectivement tenté de conclure une vente. Alors elle met en vente une maison qu'elle ne possède pas, ai-je demandé, commençant à comprendre l'élégance du plan de mon père. Exactement. Elle peut la montrer, accepter des offres, même signer un accord d'achat. Mais quand viendra le moment de transférer le titre, elle découvrira qu'elle n'a aucun droit légal de le faire. La maison est à vous, Madison. Elle l'a toujours été. Je me suis assise, accablée par ce revirement de situation. Papa la connaissait si bien. Il savait exactement ce qu'elle ferait. Votre père était un homme brillant, a convenu Harrison, et il vous aimait beaucoup. C'était son dernier cadeau, non seulement la maison elle-même, mais la satisfaction de voir la justice rendue. Pendant que nous finissions notre café, Harrison m'a donné les noms de plusieurs excellents avocats immobiliers qui pourraient m'aider à naviguer la confrontation à venir avec Brenda. Nous avons convenu que je continuerais à rester chez tante Carole pour le moment, laissant Brenda poursuivre ses plans de vente de la maison, béatement ignorante de ce qui l'attendait. Une dernière chose, dit Harrison alors que nous nous préparions à partir. Votre père voulait que vous ayez ceci, peu importe ce que vous décidez de faire de la maison. Il me tendit une petite boîte de velours. À l'intérieur, il y avait une clé sur un porte-clés en argent ancien, gravée de la lettre R. La clé originale de la porte d'entrée, expliqua Harrison. Ton arrière-grand-père l'a fait faire lorsque la famille a acheté la maison pour la première fois. Ton père pensait que tu devais être celle qui la tiendrait maintenant. J'ai refermé ma main sur la clé, sentant son poids et son histoire. Quoi qu'il arrive ensuite, ce petit morceau de métal représentait un lien avec ma famille que Brenda ne pourrait jamais rompre. Les 3 mois suivants ont exigé plus de patience que je ne pensais en avoir. Sur les conseils d'Harrison, je suis restée discrète, logeant chez tante Carole et me concentrant sur mon travail, que je pouvais faire à distance grâce à un patron compréhensif. Pendant ce temps, j'ai suivi les activités de Brenda via un réseau d'amis et de voisins de la famille qui ne l'avaient jamais appréciée. Madame Peterson, qui vivait à côté depuis 40 ans, m'appelait chaque semaine avec des nouvelles. Elle a jeté tous les vêtements de ton père, a rapporté Madame Peterson une semaine. Elle a fait venir une équipe pour tout emporter. Quel gâchis, ces beaux costumes. Une autre fois, elle peint tout en blanc. Tout. Même les boiseries en acajou de la bibliothèque. C'est un crime contre l'architecture. Mais l'appel que j'attendais est arrivé un mardi après-midi, au début du printemps. Il y a un panneau à vendre dans le jardin, a dit Madame Peterson. Et une boîte à clés sur la porte. Elle la met en vente avec sa propre entreprise. Prix demandé,
$4,5 millions. La maison valait au moins ça sur le marché de Boston, surtout compte tenu de son histoire et de son emplacement. Mais Brenda n'en verrait pas un centime. J'ai remercié Madame Peterson et j'ai immédiatement appelé Harrison, qui a confirmé que l'annonce était apparue dans le système de listes multiples ce matin-là. Maintenant, nous attendons, a-t-il dit. Qu'elle trouve un acheteur. Qu'elle aille jusqu'à la clôture. Ensuite, nous aborderons la question de la propriété réelle. J'ai suivi l'annonce en ligne, observant Brenda organiser une journée portes ouvertes qui a attiré des dizaines d'acheteurs potentiels. La visite virtuelle montrait des pièces que je reconnaissais à peine, des boîtes blanches stériles, dépouillées de caractère et d'histoire. Elle avait retiré les bibliothèques intégrées, recouvert les cheminées d'origine de cloisons sèches et remplacé le poteau de départ sculpté à la main de l'escalier principal par quelque chose de moderne et d'épuré. Chaque changement me semblait une agression personnelle. Exactement 2 semaines après l'annonce, le statut est passé à en attente, ce qui signifie que Brenda avait accepté une offre. Selon les sources de Harrison à la société de titres, les acheteurs étaient un cadre technologique et son épouse qui déménageait de Seattle, prêt à payer le prix total demandé en espèces. C'est à ce moment-là que Brenda m'a appelé. Je m'y attendais, ce dernier coup de poignard, cette occasion de jubiler. Madison, a-t-elle dit quand j'ai décroché, sa voix mielleuse de fausse préoccupation. J'ai réalisé que je ne t'avais jamais parlé de la maison. Quoi à propos, ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Je l'ai vendue, a-t-elle annoncé triomphalement. Je sais à quel point tu étais attaché à ce vieil endroit, mais c'était juste trop grand pour une seule personne. Les nouveaux propriétaires sont un couple charmant. Ils prévoient de tout démolir à l'intérieur, quelque chose à propos d'un concept ouvert et de technologie de maison intelligente. J'ai serré mon téléphone plus fort mais j'ai gardé mon calme. Je vois. Bien sûr, j'ai mis de côté quelques-unes de tes vieilles affaires du grenier, a-t-elle poursuivi, sa voix dégoulinante de condescendance. Des albums photos et tout ça. Rien de précieux, mais ils pourraient avoir une valeur sentimentale pour toi. Tu pourras les récupérer avant la clôture la semaine prochaine. C'est gentil de ta part, ai-je réussi à dire. Je l'ai cru, a-t-elle fanfaronné. Oh, et Madison, je voulais que tu saches, j'ai vendu la maison pour te donner une leçon de respect. Peut-être que la prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant d'essayer de monter ton père contre moi. Mon sang a bouilli à cette accusation, comme si j'avais été la manipulatrice dans ce scénario. Les nouveaux propriétaires emménagent la semaine prochaine, a-t-elle poursuivi, s'amusant visiblement. Alors si tu veux dire au revoir à l'endroit, tu devrais le faire bientôt, bien qu'honnêtement, tu risques de ne plus le reconnaître. C'est alors que je me suis permis un petit sourire, pensant aux documents rangés en toute sécurité au bureau de Harrison et à la clé que je portais maintenant en pendentif autour de mon cou. Bonne chance avec ça, ai-je simplement répondu. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle exigé, son ton passant de suffisant à suspicieux. Rien, ai-je dit. Je suis sûr que tout se passera exactement comme il le faut. Au revoir, Brenda. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Harrison pour lui faire savoir que la clôture était prévue pour la semaine suivante. Il a promis de tenir notre équipe juridique prête. Devrais-je être là, ai-je demandé. Absolument, dit-il. Après tout, vous êtes la seule à pouvoir réellement transférer la propriété. La semaine passa dans un tourbillon de préparatifs. Harrison arrangea la présence d'un sténographe judiciaire pour documenter les procédures. Nous avons alerté le service juridique de la compagnie de titres, qui prépara les documents nécessaires pour clarifier la véritable propriété. J'ai même fait faire un nouveau jeu de clés pour la porte d'entrée, l'original resterait autour de mon cou, mais j'aurais peut-être besoin de double selon ce que je déciderais de faire de la maison. Le matin de la signature, je me suis habillé avec soin dans un tailleur bleu marine qui projetait à la fois professionnalisme et autorité. Tante Carole m'a conduite au bureau de la société de titres, me serrant la main avant que je ne sorte de la voiture. Richard serait si fier de toi, a-t-elle dit. Va récupérer ta maison. J'ai retrouvé Harrison dans le hall, et ensemble nous avons attendu que tout le monde soit arrivé avant de faire notre entrée. À travers les portes vitrées de la salle de conférence, je pouvais voir Brenda tenir la cour, riant avec les agents immobiliers et les acheteurs, un couple d'allure professionnelle dans la quarantaine. Des papiers étaient étalés sur la grande table, des stylos prêts. Harrison et moi avons échangé un regard, et il a hoché la tête. C'était le moment. Quand nous sommes entrés, le sourire de Brenda s'est figé sur son visage. Madison. Que faites-vous ici?
Bonjour, Brenda, ai-je dit calmement. Je crois que vous essayez de vendre ma maison. La salle de conférence de la Boston Trust Title Company est devenue silencieuse tandis que tous les regards se tournaient vers moi. Brenda s'est vite ressaisie, son sourire se crispant en quelque chose de prédateur. Madison est la fille de mon défunt mari, a-t-elle expliqué aux acheteurs confus. Elle a du mal à accepter la vente, mais je vous assure que tout est en ordre. Elle s'est tournée vers moi, sa voix durcissant. C'est très inapproprié. Si vous vouliez dire au revoir à la maison, vous auriez dû le faire plus tôt. L'acheteur masculin, qui s'est présenté comme Jonathan Kelly, avait l'air mal à l'aise. Peut-être devrions-nous vous laisser un instant pour régler ça. Ce ne sera pas nécessaire, a interrompu Harrison en douceur, posant sa mallette sur la table. Je suis Edward Harrison, avocat de Madison Reynolds. Et je crains que Madame Reynolds n'ait raison. Vous tentez en effet de vendre une propriété qui ne vous appartient pas, Mademoiselle Campbell. C'est Madame Reynolds, a claqué Brenda. Et la maison m'appartient absolument. Richard m'a tout laissé dans son testament. Nous l'avons tous entendu. La représentante de la société de titres, une femme nommée Madame Patel, qui observait discrètement, a pris la parole. Nous avons une copie du testament de Monsieur Reynolds dans nos dossiers, qui lègue effectivement sa succession à son épouse, Brenda Campbell Reynolds. Le testament concerne les biens qui étaient au nom de Richard Reynolds au moment de son décès, a expliqué Harrison, ouvrant sa mallette et en retirant un dossier. Cependant, la propriété située au 47 Bacon Hill Avenue ne faisait pas partie de ses biens. Il a tendu un document à Madame Patel. Voici l'acte de transfert de propriété à la fiducie familiale Reynolds, daté du 15 mai 2016, 3 ans avant que M. Reynolds n'épouse sa deuxième femme. Madame Patel examina attentivement le document, puis hocha la tête. Cela semble en ordre. Mais je devrais aussi voir les documents de la fiducie. Harrison a produit un autre jeu de papier. La fiducie désigne Richard Reynolds comme bénéficiaire de son vivant, avec Madison Reynolds comme bénéficiaire successeur à son décès. Madison est également nommée fiduciaire. Le visage de Brenda est passé de la confiance à la confusion en passant par la fureur en quelques secondes. C'est ridicule. Richard ne m'a jamais parlé d'une fiducie. Il n'aurait pas pu faire ça sans ma connaissance. Au contraire, répondit calmement Harrison. La fiducie a été établie bien avant que vous n'entriez en scène, Mademoiselle Campbell. Monsieur Reynolds n'avait aucune obligation de vous informer de son existence, d'autant plus qu'elle concernait une propriété qui n'a jamais fait partie de vos biens matrimoniaux. Madame Patel examinait les documents de la fiducie avec une préoccupation croissante. Ceux-ci semblent être légalement exécutés et correctement enregistrés auprès du comté. Elle se tourna vers son ordinateur, tapant rapidement. Oui, le voici dans les registres de propriété. Le dernier transfert de cette propriété a eu lieu au profit de la fiducie familiale Reynolds en 2016. L'agent immobilier de Brenda, une femme élégante dans un costume coûteux, se pencha en avant. Il doit y avoir une erreur. Nous avons effectué des recherches de titres avant de mettre la propriété en vente. Vous avez fait une recherche par nom pour Richard Reynolds, j'imagine, a dit Harrison. Mais comme la propriété appartenait à une fiducie, et non à un individu, elle n'aurait pas figuré dans ces résultats. Madame Kelly, l'acheteuse, semblait de plus en plus angoissée. Qu'est-ce que cela signifie pour notre achat? Madame Patel soupira. Cela signifie que Madame Reynolds, Brenda Reynolds, n'a pas le droit légal de vendre cette propriété. Elle n'en est pas propriétaire. C'est absurde, explosa Brenda, se levant si brusquement que sa chaise recula et heurta le mur. Richard et moi avons vécu dans cette maison pendant 5 ans. J'ai payé les impôts fonciers depuis sa mort. Avec des fonds de la succession, j'imagine, nota Harrison. Des fonds qui vous ont été légitimement légués. Mais la maison elle-même n'a jamais été à vous de vendre. Brenda se tourna vers moi, sa façade soigneusement entretenue s'effondrant pour révéler la rage en dessous. Vous saviez ça. Vous m'avez laissé mettre la maison en vente, trouver des acheteurs, passer par tout ce processus, sachant que je ne pouvais pas la vendre. Oui, ai-je dit simplement. Tout comme vous saviez que la maison représentait tout pour moi et que vous aviez quand même l'intention de la vendre sans une seconde pensée. Je me battrai, menaça-t-elle, regardant autour d'elle d'un air dément. Je contesterai la fiducie. Richard n'était pas dans son bon sens quand il a mis cela en place. Il a été manipulé. Harrison sourit finement.
La fiducie a été établie des années avant sa maladie, Mademoiselle Campbell, et elle a été témoignée par moi-même et 2 autres avocats, qui témoigneront tous de la pleine capacité mentale et des intentions claires de Monsieur Reynolds. Mais par tous les moyens, engagez un litige si vous le souhaitez. La découverte serait éclairante, j'imagine. L'implication était claire, toute bataille juridique exposerait les informations compromettantes que Brenda avait utilisées pour contrôler mon père pendant leur mariage. Le visage de Brenda devint blanc, puis rouge. Elle se tourna vers son agent immobilier. « Appelle mon avocat tout de suite. » Tandis que l'agente sortait pour passer l'appel, Madame Patel s'adressa au Kelly en s'excusant. « Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas procéder à cette clôture. La vendeuse n'a pas le titre de propriété légale. » Jonathan Kelly avait l'air compréhensiblement contrarié. « Nous avons déjà donné notre préavis pour notre appartement. Nous sommes censés emménager la semaine prochaine. » J'ai ressenti un pincement de sympathie pour le couple pris au milieu de ce drame. « Monsieur et Madame Kelly, ai-je dit, je m'excuse pour la situation. Vous devez savoir que je n'ai aucune intention de vous empêcher d'avoir la maison que vous avez choisie. Si vous êtes toujours intéressé, en tant que propriétaire actuel, je serais heureuse de vous vendre la propriété directement. » Madame Kelly cligna des yeux, surprise. « Vous feriez ça ? » ?»« Bien sûr. Nous pouvons discuter de conditions qui seraient justes pour tout le monde sauf peut-être la commission de Mademoiselle Campbell, ai-je ajouté, incapable de résister à la petite pique. L'avocat de Brenda est arrivé dans les 20 minutes, un avocat différent de celui qui l'avait accompagné à la lecture du testament. Celui-ci était plus âgé, avec l'air pressé de quelqu'un qu'on avait arraché à un travail important pour une urgence. Après avoir examiné les documents, il a tiré Brenda à l'écart pour une conférence chuchotée dans le coin. Je ne pouvais pas entendre les mots précis, mais le ton de plus en plus désespéré des réponses de Brenda m'a dit tout ce que je devais savoir, son avocat confirmait ce qu'Harrison avait dit. Elle n'avait aucune revendication légale sur la maison. Lorsqu'ils sont revenus à la table, l'avocat de Brenda s'est adressé à la pièce. Ma cliente a besoin de temps pour examiner ses options. Nous demandons à toutes les parties de suspendre toute action supplémentaire concernant cette propriété jusqu'à ce que nous ayons eu la chance d'examiner ces documents plus en profondeur. Bien sûr, acquiesça Harrison en douceur. Cependant, je dois noter qu'à partir de ce moment, Mademoiselle Campbell réside dans une propriété appartenant à Madison Reynolds sans permission. À moins que Reynolds serait en droit d'exiger une vacance immédiate. C'était une démonstration de force, et nous le savions tous. Légalement, j'aurais pu faire expulser Brenda de la maison immédiatement. L'avocat de Brenda s'éclaircit la gorge. Nous demanderions une accommodation raisonnable pour permettre à ma cliente de prendre le temps de se reloger. J'ai pensé à toutes les fois où Brenda avait été déraisonnable avec moi, bloquant mes visites à mon père mourant, se débarrassant d'objets de famille sans demander, essayant de vendre ma maison d'enfance par dépit. J'aurais pu être tout aussi vindicative maintenant que le pouvoir avait changé. Au lieu de cela, j'ai dit, 2 semaines. Elle peut avoir 2 semaines pour faire ses bagages et trouver un nouveau logement. Mais j'aurai besoin d'accéder à la maison à partir de demain pour évaluer les rénovations nécessaires avant que les Kelly ne puissent emménager. Madame Patel, apparemment soulagée que nous nous dirigions vers une résolution plutôt qu'un litige, a rapidement rédigé des accords temporaires à signer par tous, reconnaissant la véritable propriété du bien, fixant un calendrier pour le départ de Brenda et établissant des conditions préliminaires pour ma vente directe aux Kelly. Tout au long de ce processus, Brenda est restée rigide de fureur, signant les papiers avec une telle force qu'elle en a déchiré un. Lorsque le document final fut achevé, elle se leva et s'adressa directement à moi. « Vous croyez avoir gagné, n'est-ce pas? Vous n'avez aucune idée de ce qu'était réellement votre père. Les choses qu'il a faites. Les secrets qu'il a gardés. Ce n'était pas le saint que vous croyez. » « Je n'ai jamais pensé qu'il était un saint, répondis-je calmement. Il était humain. Il a fait des erreurs, épousée étant la principale. Mais c'était un homme bon qui aimait sa famille et essayait de protéger ce qui comptait. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle, ramassant son sac et son manteau de créateur. En fait, Brenda, c'est le cas, ai-je dit en me levant pour lui faire face. La maison est à moi. Ton jeu est terminé. Et dans 2 semaines, tu ne seras plus qu'un désagréable souvenir dans l'histoire de notre famille. Elle est sortie en trombe, son agent immobilier la suivant en s'excusant. Les Kelly sont restés, l'air abasourdi par le drame dont ils venaient d'être témoins. Ce genre de choses arrive-t-il souvent dans l'immobilier à Boston, a demandé Jonathan faiblement.
Harrison Harry. Seulement quand des personnes exceptionnellement sournoises rencontrent une planification exceptionnellement bonne. Nous avons passé l'heure suivante à discuter des conditions de vente avec les Kelly, qui se sont montrés étonnamment compréhensifs une fois qu'ils ont réalisé qu'ils pouvaient toujours acheter la maison dont ils étaient tombés amoureux, et à un prix légèrement inférieur maintenant que la commission de Brenda était hors de l'équation. Alors que nous quittions la société de titres, Harrison a posé une main paternelle sur mon épaule. Votre père serait fier. Vous avez géré cela avec grâce et dignité plus que Brenda ne méritait. À vrai dire, je ne l'ai pas fait pour elle, ai-je dit, tripotant la clé qui pendait toujours à mon cou. Je l'ai fait pour papa. Et pour moi. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées, pas quand on a déjà gagné la guerre. Le lendemain, muni de ma clé originale et des documents légaux confirmant ma propriété, je suis retourné à la maison qui avait été la mienne pendant les 18 premières années de ma vie. La voiture de Brenda avait disparu, vraisemblablement, elle était partie à la recherche d'un nouveau logement ou consultait son avocat sur des lacunes inexistantes. Je suis resté un long moment sur le perron, traçant le motif familier du verre au plomb de la fenêtre de la porte. Puis j'ai inséré la clé qui était dans ma famille depuis des générations, l'ai tournée dans la serrure et suis entré pour reprendre mon droit de naissance. 2 semaines après la confrontation au bureau de la compagnie de titres, je me tenais dans le foyer vide de ma maison familiale, écoutant l'écho de la porte d'entrée se fermer derrière Brenda pour la dernière fois. Elle était partie avec autant de drames qu'elle en avait vécu, engageant un nombre excessif de déménageurs, faisant des commentaires acerbes sur les objets qu'elle laissait généreusement derrière elle, et enfin livrant une enveloppe scellée qu'elle prétendait contenir la vérité sur votre père. J'avais accepté l'enveloppe poliment, attendu qu'elle soit partie, puis l'avais rapidement jetée, sans l'ouvrir, dans la cheminée de la bibliothèque, l'une des rares caractéristiques d'origine qu'elle n'avait pas réussi à détruire pendant sa frénésie de redécoration. Quelle que soit la vérité que Brenda pensait me faire du mal n'avait plus d'importance. J'avais ma propre vérité, confirmée par les actions de papa et sa dernière lettre. La maison me semblait à la fois familière et étrangère. Les structures étaient les mêmes, le grand escalier, les hauts plafonds, les moulures distinctives qui avaient survécu aux efforts de modernisation de Brenda. Mais l'esprit avait été altéré par sa peinture blanche froide, le retrait des bibliothèques intégrées et le remplacement des luminaires anciens par des alternatives modernes et tendances. J'avais vendu la maison aux Kelly comme promis, mais avec une clause suspensive qui me donnait 2 mois pour y vivre avant qu'ils n'en prennent possession. J'avais besoin de ce temps pour renouer avec la maison, décider quels objets garder et superviser la restauration de certaines des caractéristiques architecturales que Brenda avait endommagées. Ma première nuit seule dans la maison, j'ai erré de pièce en pièce, me familiarisant à nouveau avec les espaces qui avaient marqué mon enfance. Dans mon ancienne chambre, maintenant dépouillée de personnalité et peinte du même blanc stérile que le reste de la maison, je pouvais encore voir les ombres où mes posters avaient été accrochés, la légère indentation dans le banc de fenêtre où j'avais passé d'innombrables heures à lire. J'ai gardé la chambre principale pour la fin. C'était la chambre de mes parents, puis celle de papa et Brenda, et j'y suis entré avec un mélange de révérence et d'appréhension. Brenda avait complètement redessiné l'espace, remplaçant les meubles en merisier chaleureux par des pièces élégantes grises et chromées, recouvrant les parquets d'origine de moquette blanchée, comme papa l'avait mentionné dans sa lettre, accrochant une reproduction surdimensionnée des nymphéas de Monet au-dessus de la cheminée. J'ai retiré l'œuvre d'art avec précaution, révélant le coffre-fort mural, exactement comme papa l'avait décrit. Mes doigts ont légèrement tremblé alors que j'entrais ma date d'anniversaire, 0629, dans la serrure à combinaison. Le mécanisme a cliqué, et la porte s'est ouverte. À l'intérieur se trouvaient plusieurs boîtes à bijoux en velours, une épaisse enveloppe Kraft, et une plus petite enveloppe blanche avec mon nom écrit de la main distinctive de papa. J'ai ouvert l'enveloppe blanche en premier. Ma chère Madison. Si tu lis ceci, tu as récupéré ton droit d'aînesse et découvert le coffre-fort. À l'intérieur, tu trouveras les bijoux de ta mère, qu'elle a toujours voulu que tu aies. L'ensemble saphir était son préféré, elle le portait le soir de nos fiançailles. L'enveloppe Kraft contient des papiers de famille, y compris l'acte original de la maison lors de l'achat par tes arrière-grands-parents. Il y a aussi quelques-uns de mes journaux intimes, qui, je l'espère, t'aideront à comprendre les choix que j'ai faits, bons et mauvais. J'ai une dernière confession, Madison. Au cours des dernières années de notre mariage, alors que Brenda devenait de plus en plus contrôlante et que je tombais malade, j'ai commencé à restaurer secrètement certains des héritages familiaux qu'elle pensait avoir jetés. Regarde dans le grenier, derrière le panneau d'accès de la cheminée. Là,
tu trouveras les objets que j'ai réussi à sauver, la copie cornée d'orgueil et préjugés de ta mère avec ses notes en marge, les albums photos de famille couvrant des générations, la boîte à musique sculptée à la main que ton grand-père t'avait faite, qui joue encore A Somewhere Over the Rainbow quand on la remonte, l'album de mariage de tes parents, la collection de prix d'architecture de papa. J'ai passé des heures dans le grenier cette nuit-là, entouré de ces fragments sauvés de l'histoire de ma famille, pleurant et riant tour à tour alors que les souvenirs m'envahissaient. Au moment où je suis descendu les escaliers, l'aube se levait, et j'avais pris une décision. Vis bien, Madison. Sois heureuse. Et sache que où que je sois, je suis fier de la femme que tu es devenue. Tout mon amour. Papa. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je finissais de lire. Monsieur Harrison me passa discrètement un mouchoir. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé quand je pus parler à nouveau. Au cours des 2 mois suivants, je me suis lancé dans une restauration minutieuse et sélective de la maison. Je n'ai pas essayé d'effacer tous les changements de Brenda, certaines de ces modernisations complétaient en fait les caractéristiques historiques plutôt que de les combattre. Mais j'ai restauré les bibliothèques encastrées de la bibliothèque, refait les parquets qu'elle avait recouverts et réinstallé les luminaires anciens que j'avais trouvés soigneusement emballés et étiquetés au sous-sol. Les Kelly venaient chaque semaine pour discuter des rénovations, leur lassitude initiale cédant la place à un véritable enthousiasme en voyant la transformation de la maison. Ils avaient de jeunes enfants qui rempliraient à nouveau les pièces de rire, et ils appréciaient le mélange de caractère historique et de commodité moderne que je créais. Nous préserverons le cœur de la maison, a promis Jonathan lors de leur dernière visite avant que je ne déménage. Nos enfants connaîtront son histoire. Lors de ma dernière nuit dans la maison, je me suis assise dans le bureau de papa, la seule pièce que Brenda avait laissée presque intacte, peut-être parce qu'elle y entrait rarement. J'avais emballé les objets que je gardais, les bijoux de maman, les photos et documents de famille, les outils d'architecte de papa et quelques meubles ayant une signification particulière. Le reste resterait avec la maison, faisant partie de son histoire continue. J'ai ressenti un profond sentiment de paix assise dans le fauteuil en cuir de papa, entouré de ses livres et de l'odeur subtile de son tabac à pipe qui persistait inexplicablement des années après qu'il ait cessé de fumer. La maison avait été récupérée, non seulement de Brenda, mais du chagrin et de la distance qui avaient séparé papa et moi pendant son mariage. Par son dernier acte d'amour et de protection, il avait restauré notre lien, même après la mort. La leçon n'était pas perdue pour moi. Papa avait fait des erreurs, nous en faisons tous. Il avait permis à la peur et à la manipulation de le séparer de ceux qu'il aimait le plus. Mais à la fin, il avait trouvé le courage de réparer, de protéger ce qui comptait, de s'assurer que la justice finirait par prévaloir. J'avais appris que la patience sert parfois mieux la justice qu'une confrontation immédiate, que jouer le jeu sur le long terme, comme papa l'avait fait avec son arrangement de fiducie secret, peut être plus efficace qu'une réaction impulsive, que le pardon ne signifie pas oublier ou excuser, mais plutôt se libérer du fardeau de l'amertume. Plus important encore, j'avais appris que l'héritage familial ne se limite pas aux maisons ou aux biens, il s'agit de valeurs transmises, de leçons apprises, d'amour exprimé, même imparfaitement. Papa m'avait préservé notre maison familiale, oui, mais plus précieux encore était l'exemple qu'il avait donné par ses derniers actes, me montrant qu'il n'est jamais trop tard pour essayer de réparer les choses. Alors que la première lumière de l'aube filtrait par les fenêtres du bureau, je me suis levé du fauteuil de papa et j'ai jeté un dernier regard autour de moi. Je n'y vivrais plus, mais j'avais récupéré ce qui importait, mon héritage, mes souvenirs, ma tranquillité d'esprit. Et la tentative de Brenda d'effacer tout cela avait finalement échoué. Parfois, la justice vient de manière inattendue. Parfois, la réponse la plus puissante à la cruauté n'est pas une confrontation dramatique, mais une planification silencieuse et méthodique. Parfois, gagner ne signifie pas détruire son adversaire, mais simplement reprendre ce qui vous revient de droit et aller de l'avant avec grâce. Alors que je fermais la porte d'entrée derrière moi pour la dernière fois, j'ai senti la présence de papa à mes côtés, sa main symboliquement sur mon épaule. Nous l'avons fait, papa, ai-je murmuré. Nous lui avons montré que certaines choses ne peuvent être achetées, vendues ou volées. Certaines choses sont protégées par l'amour. Et vous? Avez-vous déjà eu affaire à quelqu'un qui tentait de vous prendre ce qui vous revenait de droit? Comment avez-vous géré la situation? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si ce récit de justice familiale a satisfait quelque chose dans votre âme, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires de personnes qui se défendent face à l'injustice. N'oubliez pas de partager avec ceux qui pourraient avoir besoin d'un rappel que parfois, les bons gars finissent par gagner. Merci d'avoir écouté,
Et souvenez-vous, la patience et la planification triomphent souvent de la cupidité et de la manipulation.